savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est officiel aujourd'hui, les travaux qui ont pu reprendre pour la future usine de batterie Nordvolt en Montérégie. Là, après cette injonction de la Cour qui avait été mise en place, ou plutôt demandée par le Centre québécois du droit de l'environnement et 3 autres plaignants qui finalement n'ont pas eu raison là, face au juge David Collier qui a rendu une décision de 13 pages aujourd'hui en disant qu'on n'a pas réussi de ce côté-là à faire valoir les arguments qui étaient sérieux ou qui permettaient de douter à première vue de la validité de l'autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Environnement pour que Nordvolt puisse commencer à déboiser là, ce fameux énorme terrain de la Montérégie tout près de Saint-Basile-le-Grand où on va construire la future usine de batterie, le plus grand projet là, récent dans l'histoire du Québec là, au niveau grand économique. Projet industriel, dit-on, de l'histoire du Québec. En ce qui me concerne, c'est tant mieux. C'était prévisible aussi. Je veux dire, le gouvernement avait respecté les lois, l'entreprise a respecté les lois. Mais ça a été quand même, ça a quand même fait beaucoup jaser cette semaine parce qu'on s'y est pris un peu tard quand même là, du côté du Conseil du droit à l'environnement d'intervenir comme ça, mais quand les travaux avaient déjà commencé. Ouais, effectivement, on aurait pu le faire avant. Puis moi, je me suis déjà exprimé, c'est-à-dire que si tu as un terrain industriel, il est là puis il est zoné industriel, puis tu penses qu'il y a une valeur écologique extraordinaire. Interviens tout de suite. Fais des démarches pour le faire transformer en tout ou en partie en parc protégé, en sanctuaire, en parc national, je sais pas. Mais fais-le protéger. Je veux dire, assure-toi que le gouvernement ne l'offrira plus dans le monde entier aux investisseurs de partout comme un terrain industriel. En même temps, il faut voir ce que c'est. C'est un terrain, on dit c'est comme un terrain industriel, mais c'est un terrain industriel. Je le répète pour les gens qui ne l'auraient pas encore entendu. C'est quand même l'ancien terrain de la CIL, où on a produit pendant des années des armes, des explosifs, de la peinture. Les plus vieux se souviennent de la CIL. Oui. Et malheureusement, là, quand on produisait des explosifs, pour donner une idée, là, ça n'existait même pas le ministère de l'Environnement, avec la pollution, les déchets, les écoulements. Et il y a même eu, je pense que c'est le plus gros accident industriel de l'histoire du Québec. Il y a eu 7 morts dans une explosion dans l'usine, je pense que c'est en 1975. Donc, c'est un lieu qui a un historique industriel, incluant une tragédie, mais des décennies, quasiment un siècle, là, où il y a des gens qui ont travaillé là. Puis là, il va y avoir une nouvelle vie industrielle. Fait qu'on c'est pas comme si on va construire dans un parc national. Oui, puis ce qu'on alléguait du côté de l'organisme en contrepartie, c'est qu'on dit que la destruction des milieux humides dans cet endroit-là, mais ça avait déjà été refusé pour un projet qui avait été mis là dans projet le passé. Résidentiel, effectivement. Mais c'était pas zoné résidentiel. On aurait pu changer le zonage, tout ça. Le gouvernement avait dit non. À suivre. L'entreprise qui, faut le dire quand même, s'engage. Il y a un paquet d'engagements en matière environnementale, dont planter autant d'arbres, mais en fait, quasiment plus d'arbres, parce que ce sont de meilleurs arbres, planter autant d'arbres qu'ils en coupent. Oui, parce qu'on en coupe, là, en ce moment, 8730 arbres qui sont vivants, 5365 arbres morts qu'on doit aller retirer sur le terrain. Puis ils ont promis, Nordvolt, d'en replanter 24 000, là, s'engager. Mais des espèces de meilleure qualité, parce que je dis pas que c'est tous des arbres mais dans les 8400 arbres vivants, il y a des arbres corrects, mais il y a de la cochonnerie, là. Il y a des arbres qui ont repoussé là, sur un terrain abandonné. C'est des bouleaux, des peupliers, des trempes, des cochonneries, des arbres qui poussent là, quand tu cultives pas. Il y a quelque chose qui pousse, là, mais c'est pas... on parle pas nécessairement des espèces là, extraordinaires. Eux disent on va planter des espèces plus intéressantes. Donc, voilà. Les travaux... Je note quand même que Nordvolt n'a pas perdu de temps. Là. Ils ont eu l'injonction à 12h10. À 12h30, on a annoncé on reprend les travaux. Puis je pense qu'à 1h, le monde était sur le terrain. Oui, eux qui devaient quand même être déjà préparés à attendre la décision de la Cour. Puis qui se sont montrés bons joueurs quand même, hein, qui ont dit on a entendu la décision de la Cour supérieure, on respecte tout ça, on reprend nos travaux, mais quand même, il y a les actes de sabotage qui ont été faits sur ce terrain-là entre-temps. Il faudra voir, j'imagine, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si ça va avoir un impact significatif sur l'avancement des travaux. Mais pour l'instant, là, on poursuit les démarches du côté de Nordvolt, mais aussi du Centre québécois de droit à l'environnement, qui, eux, ont dit vouloir poursuivre, encore une fois, les démarches, vont analyser la décision avec un cabinet d'avocats pour savoir s'ils vont faire appel de tout ça. Donc, c'est une saga qui n'est pas nécessairement terminée non plus de ce côté-là. Tout savoir en 24 minutes. Ça fait beaucoup jaser au niveau fédéral, Mario, la visite d'un
j'allais dire d'un éminent personnage, mais je vais peut-être dire un éminent personnage pour certains. Ouais. L'ancien présentateur vedette de la droite américaine, Tucker Carlson, qui était de passage en Alberta cette semaine, mais qui a fait réagir particulièrement ici au Québec pour des propos qu'il a tenus. Propos, on pourrait dire... Ouais, surprenant, étonnant, choquant peut-être pour certains. Tucker Carlson qui, depuis longtemps, on se souviendra, quand il était encore à Fox News, voulait faire un documentaire. On s'entend un documentaire, je le mets entre énormes guillemets. Voulait faire un documentaire pour expliquer à quel point le Canada était une dictature sous Justin Trudeau, que les gens avaient plus de droits, que ça se passait mal, que c'est vraiment un État là, tyrannique. Chose qu'il a répété alors qu'il était quand même là, à guichet fermé à Calgary devant une salle comble. Et oui, il a répété que Justin Trudeau était un gouvernement fasciste, son gouvernement, ni plus ni moins, qui détestait les Canadiens, que tous les médias, là, incluant nous ici à Cube, sommes contrôlés par les médias, par le gouvernement de M. Trudeau. Mais surtout, c'est ses propos sur Montréal, le français maintenant, qui font réagir jusqu'ici. On peut écouter un peu Tucker Carlson. I mean, I'm going to say the most controversial thing ever. I watched when Montreal was cleansed of its Anglo legacy. And I'm not anti-French, just for the record, at all. But I am Anglo, and I had friends in Montreal. And in the span of a generation, that's all gone. They were forced out. Ouais, l'anglais, ce qui explique, il dit, je veux dire, la chose la plus controversée, moi j'ai vu Montréal être nettoyé de son héritage anglophone. Je suis pas du tout anti-français, mais dans l'espace d'une génération, tout a disparu. Tous les Anglais ont été forcés de partir, de quitter Montréal. Je suis pas sûr qu'il est venu se promener à Montréal, Mario. Moi, je dois dire, je vois des gens qui réagissent très émotivement. D'abord, je n'ai jamais écouté Tucker Carlson. Le peu que j'ai entendu de lui, ça a plus tendance à m'amuser. C'est que c'est assez grotesque, là, qui exagère là, pour avoir des clics. En plus, il travaillait pour Fox avant. Bon, il est devenu champion des codes d'écoute, mais là, il travaille plus pour Fox. Il a été mis dehors. Puis là, c'est évident qu'il marche au clic. Là, il faut qu'il dise les affaires les plus grosses, les plus énormes pour que ça fasse de la manchette. Puis on dirait, moi... l'affaire qu'il l'a fait mettre dehors de Fox, on dirait que je suis pas surpris de ça. C'est toujours de même que je l'ai vu. Il s'est fait mettre dehors de Fox. Bon, c'est sûr qu'il a généré par ses conneries qu'il a dit en ondes des poursuites de centaines de millions. Oui. Tout autour du fait que le vote était arrangé, puis que Trump a gagné, puis que les machines de vote étaient arrangées, puis tout ça. Mais la vraie histoire pour moi dans ça, c'est quand on a su que, quand lui, il parlait dans le bureau, là, pas de micro, là, pas de caméra, il parlait dans le bureau à une collègue. Là. Avec des textos et des courriels. Ben oui, des textos, des courriels, tout ça. Là. Il disait que Trump avait perdu l'élection. Il n'y avait aucune théorie que l'élection avait été volée. Là. Trump avait perdu l'élection, puis c'était ça, puis c'était tout. Il y a des preuves matérielles là, qui ont été prises. Qui faisait en ondes un show contraire à sa véritable pensée. Il y a des preuves matérielles là, qui existent, qui ont été présentées en cours, comme quoi M. Carlson lui-même savait menti, que Donald Trump avait perdu l'élection, n'était parfaitement conscient, croyait pas du tout aux théories du vol d'élection, mais faisait des codes d'écoute à longueur de soirée en ondes à parler de ça. C'est pour ça que... OK, quoi d'autre là, qui pense... Moi, je pense que la moitié de ce qu'il dit, il pense pas vraiment. Voilà. Sur le Canada. Tout ça. Fait que là, à un moment donné, je me dis, moi, je dois-tu m'époumoner là, sur quelqu'un qui pense même pas exactement... Je sais pas. Non, mais... C'est une opportunité, je comprends à ça. Non, mais il y a une opportunité politique, par contre, qui est dans l'air pour le gouvernement libéral, Mario, qui, eux, ils voient une occasion, bien évidemment, de faire des rapprochements entre le Parti conservateur du Canada et M. Carlson. Disons que Pierre Poilievre, lui, n'était pas présent dans cet endroit-là, mais il y a une figure quand même importante, si on veut, du grand mouvement conservateur dans le Canada qui était là. Ben, c'est Mme Smith, qui est la première ministre de l'Alberta. Elle était pas juste là, elle était la vedette, elle était l'interviewée vedette. Là. Exactement, Mme Danielle Smith, là, qui s'est présentée, qui a discuté avec Tucker Carlson, qui l'a même là, presque incité à dire « Mettez M. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada, dans votre ligne de mire. Lui aussi fait partie de cette gang de tyrans-là, de fascistes, de ci, de ça. » Ça, c'est sûr que c'est une belle occasion quand même, là, après ça. Pour là, les libéraux. Pour les libéraux. En fait, j'ai vu dans l'intervention des libéraux aussi, dans le fond, leur atterrissage, là, c'était de demander à Pierre Poilievre de dénoncer Tucker Carlson pour ses propos. Voilà. Et là, il faisait le calcul, mais là, il n'osera pas dénoncer parce que là, il y a une partie du membership ou des supporters de Pierre Poilievre qui adorent écouter Tucker Carlson. Donc, on piège un peu Pierre Poilievre. En même temps, je pense que si on pose la question à Pierre Poilievre, il va dire, moi,
Je suis un chef politique, je suis pas un commentateur. Je suis surtout pas un commentateur de commentateurs, là, tu sais, je vais pas... Est-ce que Pierre Poilievre doit commenter les propos de Tucker Carlson? Est-ce qu'il y a une obligation de les dénoncer? Pas sûr. Ouais, j'en profite pour inviter M. Carlson à venir visiter Montréal s'il pense qu'il va avoir de la difficulté à se faire servir en anglais puis que tout l'héritage anglophone est disparu de Montréal. Ils n'ont pas laissé, comment est-ce qu'ils appellent ça, l'université, là, tu sais, sur Sherbrooke, là, au nord de Sherbrooke, là, McGill, c'est plus là, ça? Non, c'est Mec Gilles. Actualité. On peut pas dire que Denis Coderre a perdu le flair pour inciter les caméras à le suivre, Mario. On a pu voir aujourd'hui opération photo-op de l'ancien maire de Montréal qui s'est présenté pour redevenir membre du Parti libéral du Québec. Là, lui, bien évidemment, qui se présente comme un aspirant à la chefferie. Il était plus membre du parti depuis 2010, mais il est revenu prendre sa carte de membre aujourd'hui. En soi, d'ailleurs, il doit être le seul, mettons, des 12 derniers mois, parce que, tu sais, en 2023-2024, tu renouvelles une carte de membre ou tu prends une carte de membre, tu vas sur Internet, tu rentres tes coordonnées, tu mets ta carte de crédit, aller physiquement prendre sa carte de membre avec un formulaire papier. On comprend que lui, il le faisait pour le spectacle, pour avoir les caméras puis les micros qui viennent le rejoindre. Mais je le regardais faire, je me disais, il n'y a pas d'en avoir tant que ça, des gens qui viennent. J'ai payé ma carte là, avec un 10$ cash, là, genre, un formulaire papier. Ben voilà, mais on peut pas dire que c'était un échec, son opération. Parce c'est du judo. Alors qu'il aurait pu avoir l'air complètement fou, dire, quand tu veux devenir chef d'un parti que t'es même pas membre, il a twisté ça à son avantage. Oui, il a dit que c'est l'inspiration, l'occasion que les gens attendaient peut-être pour redevenir membre ou devenir membre une première fois. Il les a invités à prendre ou à renouveler leur carte de membre. Puis il en a profité en plus pour sortir des lignes qui viennent frapper fort, puis qui ont été des préoccupations des Québécois. La subvention de 7 millions aux Kings de Los Angeles. Il en a profité pour dire que même s'il aime beaucoup le hockey, puis on s'en souvient que M. Coderre aime beaucoup le hockey, qu'il n'y a pas besoin des Kings de Los Angeles. Donc, opération réussie selon toi aujourd'hui? En fait, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, d'abord, à travers le caucus du Parti libéral qui ont commenté sa candidature, pas toujours bien, mais ça fait 3 jours qu'on parle de lui. Il finit ça un vendredi. Des fois, il y a un petit peu moins de nouvelles le vendredi que les autres jours de la semaine. Il est un peu comme la grosse nouvelle du jour, ou une des grosses nouvelles du jour. Il devient le mobilisateur qui invite les libéraux à devenir membres ou à redevenir membres. Puis il doit en avoir vraiment, écoute, dans le fond, il doit en avoir un paquet des cartes de membres échues au Parti libéral, soit parce qu'il manque de bénévoles pour les renouveler, ou parce que les gens sont démobilisés, démotivés, tout va mal au parti. Fait que, tu sais, lui, a l'air du gars qui veut remobiliser ça. Alors, c'est un home run. Ouais, on s'entend plus dans la position dans laquelle se trouve le Parti libéral du Québec en ce moment. Ils vont prendre toute l'aide qu'ils peuvent recevoir. Puis si c'est M. Coderre, connu comme ça... Oui, mais dans le caucus, c'est pas le même qui voit ça. Non? Oh, dans le caucus, le Denis Coderre, c'est comme, voyons, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ben, je te le dis. Tout savoir en 24 minutes. Affaire judiciaire qui a été plus ou moins suivie depuis un certain moment, mais qui concerne quand même un événement qui a secoué le Québec en entier l'été dernier. On se souviendra des incendies de forêts meurtriers qui ont frappé la province, dans le nord particulièrement, des municipalités. On se souviendra Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon qui ont été menacés par les flammes de manière assez intense. Merci. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que oui, il y avait des incendies allumés par la foudre, par les circonstances naturelles, la sécheresse, le manque de précipitations, mais aussi par un certain individu dans le nord du Québec. M. Brian Paré de Chibougamau, un homme de 38 ans qui a allumé pas moins de 14 incendies criminels entre le 29 mai et le 5 septembre. Et là, on apprend depuis qu'il a plaidé coupable de ces incendies criminels-là. On apprend pas mal plus sur parce que là, ce qui s'est passé. On a un collègue du journal qui est monté à Chibougamau qui a fouillé ça, puis je te dirais, Alexandre, si c'était pas vrai, là, si c'était un film, je te dirais, cette histoire-là est hyper intéressante. Là, tu la lis, puis elle est comme épeurante, là, comme tu dis, OK, mais gars, c'est tout un malade, mais l'histoire, tout ce qu'on apprend, là, c'est un des articles les plus fascinants. C'est juste que tu dis, OK, mais c'est vrai, ça s'est vraiment passé dans une petite ville, Chibougamau, c'est vraiment arrivé, puis créant des incendies qui auraient pu créer des dommages encore pires que ceux qu'on a créés. Absolument. Là. Ce qu'on comprend en ce moment, mais c'est un cas qui est unique dans l'histoire du Québec, voire même peut-être du Canada. Là. Les avocats... Les procureurs disent qu'il n'y a même pas de précédent. Maintenant, pour trouver une peine de prison, il n'y a pas de précédent
Il n'y a jamais eu des incendies comme ça qui ont menacé aussi concrètement la vie d'un aussi grand nombre de personnes qui ont été allumées par quelqu'un. Là. Évacuer une ville au complet parce que quelqu'un a allumé un incendie comme ça. Non, c'est ça. C'est pas une pizzeria. C'est même pas un incendie qui frappe, d'accord, un pâté de maison, un bâtiment, un pâté de maison, OK, un quartier ou une ville au complet. Mais là, c'est vraiment du jamais vu et on est en train de chercher dans la jurisprudence sans trouver, mais qu'est-ce qu'on va donner comme peine à un homme qui a allumé 14 incendies comme ça? Parce que Brian Paré est plaidé coupable le 15 janvier dernier, puis ça permet maintenant de révéler aussi les détails de l'enquête de comment ils ont fini par le coincer, parce qu'on lui a fait subir à lui une évaluation psychiatrique là, pour savoir s'il était apte à subir son procès. On a déjà évalué que c'est un homme qui comprend c'est quoi le bien et le mal, qu'il comprenait au moment des faits, donc on peut écarter quand même cette thèse-là. Il semble conscient des gestes qu'il a posés. Oui, puis lui qui est allé les allumer. Puis l'enquête est assez fascinante, merci. Là. Au départ, les policiers qui ont été appelés un peu par les pompiers puis les experts en incendie qui trouvaient que il y en avait un peu trop, là, des incendies qui s'allumaient en ce moment. Là. Le service des incendies de la ville de Chappé, entre autres, qui disait « OK, la foudre, mais il n'arrête pas d'avoir des incendies qui s'allument. » Pas sûr que ce soit la foule. Et finalement, on a mis, même la Sopfeu qui déclarait que c'était du jamais vu, les policiers s'en sont mêlés puis se sont rendus compte que sur place de certains brasiers, par exemple le feu qu'on appelait le feu 227 et le feu 228, il y avait des bouteilles de butane, des morceaux de bois, des morceaux de plastique qui étaient retrouvés, là, vraiment des accélérants pour créer un feu, en partir un qui était retrouvé sur place. Et là, se sont mis à suivre ces endroits-là et ont trouvé que il y avait un homme qui passait toujours dans le même coin. C'était Brian Paré avec un véhicule vraiment reconnaissable. Ouais, un véhicule complètement unique, là. Ouais, un véhicule Mazda noir avec un gyrophare installé sur le toit, mais surtout des énormes autocollants dessus où il est écrit liberté, freedom, un peu les classiques qu'on voit dans les mouvements complotistes ou des soi-disant convois de la liberté ici au Canada. Et lui qui se promenait toujours avec son dossard orange de chasse sur le dos, on s'est mis à douter de lui jusqu'à le suivre, puis finalement, en regardant ses réseaux sociaux, la police, qui ont bien vu que c'est un homme qui flirtait avec plusieurs théories complotistes, mais ont fini par avoir une autorisation d'installer un GPS en dessous de son auto, puis se sont bien rendus compte qu'il se retrouvait à chaque fois aux endroits où des feux étaient allumés, puis c'est finalement comme ça qu'on a fini par le coincer. Les témoins sur place là, qui ont tous corroboré avoir vu le fameux véhicule avec un gyrophare puis des collants dessus, mais c'est toute une histoire. J'ai hâte de voir, Mario, vraiment, là, quelle va être la peine infligée à Brian Paré, parce qu'il aurait pu causer, là, dans ce cas-ci, semble... Des pertes matérielles énormes, des pertes de vie, il aurait pu... Oui, ça aurait pu être encore plus dramatique. Là. Heureusement, les incendies ont été, là, pour la plupart, là, contrôlés, maîtrisés au Québec, là, sans qu'il y ait des pertes de vie majeures. Il reste que c'est du bois, il y a une perte financière, là, ça a une valeur. Écologique aussi. Une valeur écologique, une valeur financière. Je veux dire, c'est fou les dommages qu'un individu a pu créer. Alors, comment tu le fais payer pour ça? Ça va être à surveiller, mais quelle histoire. Économie. Si vous faites partie des gens qui utilisent l'application Teams de Microsoft aujourd'hui, surprenez-vous pas si vous avez eu bien des difficultés. Il n'y a pas seulement votre entreprise qui l'éprouve, fort probablement, parce que l'application Teams en elle-même du côté de Microsoft aujourd'hui a eu un problème réseau majeur. On dit que c'est une partie des services de Teams qui ont été suspendus. Premier pic vers 11h ce matin, puis après ça... Mais est-ce que c'est du sabotage, du piratage? Est-ce que Microsoft reconnaît quelque chose ou explique quelque chose? On parle d'une panne importante de réseau. C'est ce qu'on dit pour l'instant, donc semble pas être lié à de la cybercriminalité, à du piratage, à du rançongiciel ou quelque chose que ce soit de cet acabit-là, mais quand même, ça a causé des problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des plateformes comme ça qu'on croit universelles puis qui font le tour du monde. Ça a quand même des défauts, puis des fois, ça peut planter comme ça dans une journée de travail. Le monde. The court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Ce qu'on entendait ici, c'est la Cour internationale de justice qui a rendu ce matin un verdict qui était très, très attendu au sujet d'Israël et des accusations de génocide qui tombent contre l'État hébreu pour ces bombardements dans l'enclave de la bande de Gaza en ce moment. Et là, on a tranché sans évoquer un cessez-le-feu, comme ça avait été demandé par plusieurs personnes. On a dit qu'Israël doit prévenir
tout éventuel acte de génocide et permettre l'accès à de l'aide humanitaire dans Gaza. On se comprend, c'est un jugement de la Cour internationale de justice. C'est pas nécessairement quelque chose qui peut être puni par une loi de l'État lui-même. Non, mais c'est une pression morale. Une pression morale qui est nulle sur un pays, mettons comme la Russie, qui s'en fout de l'opinion internationale, qui a un peu accepté d'être vu comme un voyou là, dans le monde occidental. Que les élections sont pas vraiment libres, qu'il n'y a pas vraiment de droit de liberté d'expression. Pour Israël, c'est une pression morale réelle. Là. C'est un pays qui veut quand même, justement, là, pas être traité comme un pays de deuxième classe, qui veut être vu comme une démocratie respectée par les Américains, par l'Europe. Donc, c'est pas exécutoire comme jugement, là, mais c'est une pression morale très importante. Oui, ils doivent prendre tout en leur pouvoir en ce moment pour prévenir des actes de génocide et il ne doit pas y avoir de dirigeants qui font des déclarations qui pourraient inciter au génocide. Là, on se souviendra, au tout début de l'opération lancée par Israël en représailles contre le Hamas, ben, on a eu droit à des propos quand même, là, entre autres de hauts placés au niveau du gouvernement israélien là, qui parlaient des gens qui étaient là comme des animaux, là, ni plus ni moins, ce qui aurait pu être perçu justement comme une incitation au génocide. Je rappelle, c'est l'Afrique du Sud qui a initié la procédure en estimant, selon eux, qu'Israël venait violer la Convention des Nations Unies sur le génocide qui a été instaurée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. On en parlait plus tôt en l'émission. Là, c'est quand même la suite, si on veut, logique de ces tristes événements-là. Donc, on a pu avoir ce jugement aujourd'hui. Reste à voir qu'est-ce que ça pourra donner en termes de résultats concrets sur le terrain, parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des États qui commencent à faire des pressions, oui, morales, mais peut-être financières éventuellement. Là, quelque chose qui pourrait venir affecter l'État d'Israël. On va aussi surveiller ce que le Canada va répondre à ça. Tout savoir en 24 minutes. On continue de suivre un des nombreux procès de l'ex-président américain Donald Trump. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est le procès en diffamation que lui intente à New York, là, l'écrivaine E. Jean Carroll. Tout ça suivant les accusations de viol contre elle faites par M. Trump, pour lequel il a été condamné devant un tribunal, je le rappelle. Mais ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est que dans ce procès-là, on a vraiment là, toute une confrontation entre et le juge dans cette histoire-là, mais aussi le juge Lewis Kaplan, mais M. Trump et son avocate elle-même, là, qui semble, à moins que ce soit, puis on commence à y douter, peut-être une stratégie de son avocate, mais qui semble ignorer des règles de base de la Cour, Mario. Là. Son avocate qui prend trop de temps pour, par exemple, présenter une motion de preuve au jury dans cette histoire-là, qui va prendre beaucoup de temps. Pendant qu'on parle, on a une décision du jury. Oui, voilà, le jury vient de condamner M. Trump à payer 83,3 millions de dommages et intérêts à Mme E. Jean Carroll, lui qui lui devait déjà 5 millions de dollars en lien avec la plainte d'agression sexuelle qui est survenue il y a 28 ans. Donc, c'est un montant beaucoup plus substantiel. Ouais, 83. Ouais, parce qu'on parlait la dernière fois, c'était 5 millions. 5 millions dernière fois pour l'accusation de viol, là, pour la diffamation qui entoure ce viol-là. Parce qu'il faut comprendre, M. Trump, lui, n'a jamais arrêté de dire, et c'est ce qu'il faisait encore une fois au procès aujourd'hui, il continue à dire qu'il connaissait pas cette femme-là, qu'il l'a jamais vue de sa vie, l'a traité de tous les noms, de faire ça pour de l'argent, d'être une menteuse, c'est vraiment là, de tous les noms. Puis c'est d'ailleurs ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est levé en plein milieu là, des déclarations de fermeture du procès, puis il a sacré son camp, en bon français, là, de la salle d'audience. Mais, tu sais, on dit politiquement ça va bien, ses affaires, il mène, il a gagné au New Hampshire cette semaine, il avait gagné l'Iowa la semaine passée. Mais il est maussade, le Donald. Là. Il pensait que Mme Haley allait se retirer de la course. Il était furieux qu'elle se retire pas. Elle a perdu au New Hampshire. Il pensait que lui, elle allait rester seul dans la course. Hier, il est parti du tribunal furax, là, vraiment furieux. Là, aujourd'hui, il a claqué à la porte. Là, je veux pas savoir comment il réagit quand il sait qu'il va falloir qu'il paye 83 millions. Oui, puis sachant que le jury a commencé à délibérer, là, c'était ce matin, on terminait justement les déclarations de fermeture. Un jugement excessivement rapide là, du jury dans cette histoire-là. Donc, qui ont cru, bien évidemment, la version de Mme E. Jean Carroll. Puis on pu voir, faut comprendre, M. Trump est accusé de diffamation, de dire n'importe quoi. Il a quitté la salle d'audience, puis il est allé publier une vingtaine de messages pour, encore une fois, lui l'affubler de tous les noms. Il faisait exactement ça pourquoi il est en train d'être jugé. Il est encore en train de le faire aujourd'hui. Donc, pour le jury, on comprend que ça n'a pas dû être une décision excessivement difficile à rendre. On peut s'attendre aussi à une autre réaction peut-être explosive là, du côté de l'ancien président américain. Lui qui a encore beaucoup d'autres histoires judiciaires sur les bras, Mario. C'est pas fini cette histoire-là. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.